avec nous Eri Rakoto Malala de Seeding Factory pour donner des conseils à ceux qui relèvent le défi, puis à répondre aux questions de n'importe qui se joint à la conversation là, ce matin. Donc d'abord, merci beaucoup Eri d'avoir accepté de venir ici. Bienvenue, je dirais félicitations pour la semaine, c'est très ambitieux, puis on a besoin de ça à Montréal et au Québec. J'aimerais que ça se fasse plus. Merci beaucoup, Eric. Toi, à Seeding Factory, tu conseilles les gens qui font des campagnes Kickstarter ou des campagnes de sociofinancement là, sur Indiegogo, ainsi de suite. Et tu as une expertise dans la vidéo. Je t'ai vu tourner des vidéos aussi. Je pense que, je ne sais pas si c'est toi qui m'avais dit ça ou quelqu'un d'autre, on disait que je pense que 80% du succès d'une campagne de sociofinancement dépend de la vidéo. Est-ce que je me trompe? Je vais le tourner d'une autre manière. En fait, ça a été prouvé que par rapport aux campagnes qui n'ont pas de vidéo, les campagnes qui ont une vidéo, en fait, lèvent 100% plus d'argent, donc 2 fois plus d'argent. Donc c'est sûr que vu cet angle-là, il n'y a pas de choix, il faut absolument tourner une vidéo, ça vous donne plus d'argent, ça donne plus de crédibilité, ça donne une espèce de face, un visage humain en fait au projet qui n'est pas très facilement communicable avec du texte. Puis ça donne aussi, c'est sûr que c'est une démonstration très rapide. Au lieu de lire en fait des pages de texte, les gens écoutent, ils pressent sur le bouton, ils regardent, ça a l'air de marcher, puis après ils magasinent. Parfait. Puis une des choses que je voulais te poser comme question, surtout dans la mesure où les participants du défi doivent soumettre une vidéo de 60 secondes, donc d'1 minute à la fin du défi, ce serait quoi tes conseils à quelqu'un qui veut faire une bonne vidéo mais qui n'a pas de gros budget et qui doit le faire assez rapidement? Ce serait quoi les bonnes pratiques ou les mauvaises pratiques? Donc déjà, je vais rassurer, en fait, dans la plupart des vidéos, le budget n'est pas forcément le critère le plus important. C'est sûr que ça aide toujours d'avoir une bonne caméra, c'est sûr que ça aide d'avoir une équipe, mais ce n'est pas le plus important. Je dirais que le plus important, c'est d'avoir une idée, c'est d'avoir aussi les bonnes personnes derrière, devant la caméra. Donc pour les gens qui sont dans le défi, je pense que avoir un Android ou un iPhone, ça suffit largement. S'assurer qu'on a une bonne lumière, c'est-à-dire de ne pas faire par exemple la contre-jour. S'assurer aussi, je pense que l'audio c'est très important. Les gens attachent beaucoup d'importance visuelle, mais après ils se rendent compte que, surtout les gens qui regardent la vidéo, se rendent compte que ce n'est pas audible du tout. Donc il faut faire attention à ce que en fait, les gens comprennent ce qui est dit. Alors au niveau des délais qui sont ici, je pense en 60 secondes, le plus facile à faire, c'est juste de faire un pitch, s'assurer qu'on explique très clairement en fait le projet. Ça. Par contre, Eri, il y a quelqu'un qui me dit sur Periscope de parler plus fort, peut-être parce que je vais rapprocher un peu la caméra. Est-ce que c'est encore, est-ce que c'est visible? Ouais, tu es en plein centre. Okay. Donc, parfait. Désolé de t'avoir interrompu. Je vais peut-être résumer très rapidement ce que j'ai dit, peut-être pour la personne qui n'a pas écouté. Je disais qu'en fait, le budget n'est pas le plus important. C'est sûr qu'avoir un peu d'argent pour une caméra ou une équipe professionnelle, ça aide toujours, mais ce n'est pas le plus important. Donc, pour le défi, de nos jours, par exemple, un Android ou un iPhone, en fait, ou un iPad, c'est suffisant pour les objectifs qu'on a. Okay. Alors, est-ce que lire à l'écran, tu sais, des fois on est stressé, on a peur d'être à court de mots, oui. Puis là on se met un texte à l'écran, est-ce que c'est une bonne pratique ou ça va paraître qu'on est en train de lire puis on n'aura pas l'air... Ça je déconseille parce que ça prend peut-être moins de 15 minutes ou 30 minutes pour apprendre par cœur un texte. Okay. Les yeux sont très importants, c'est avoir quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un qui fait une connexion, c'est ça qui est le plus important dans une vidéo. Alors si en fait on coupe cette connexion, on regarde un texte, c'est sûr que moi je dirais qu'en fait le but, ça ne sert à rien en fait de faire une vidéo dans ce cas-là. Okay. Donc ça va prendre un peu le temps quand même d'apprendre un texte, et puis après tourner la vidéo. Ok, parfait.
Puis, pour faire une bonne vidéo, est-ce que c'est la passion qui est le plus important ou c'est l'image? Est-ce qu'on devrait essayer de... Là, ils n'ont pas beaucoup de temps, là, fait que je ne sais pas si on a le temps de montrer un démo. C'est quoi comment on marque des points là, avec une vidéo? Là? Je dirais que le critère numéro 1, déjà, c'est que le message passe, le message soit clair. OK. Donc, si on a une passion ou de la belle créativité, des fois, ce n'est pas bon si les gens ne comprennent pas. Donc, s'assurer déjà qu'en fait, le message est bien expliqué. Alors, à partir de là, si on est sûr que, bon, par exemple, on fait une démonstration, le produit est là, bon, le message passe. Je pense qu'on peut passer à l'étape suivante qui est plus au niveau de la créativité. Comment on fait pour se démarquer? C'est sûr qu'on met ça sur YouTube, même si c'est très clair, les gens ne vont pas forcément partager ou mettre ça sur Facebook. Donc là, peut-être prendre un peu de temps pour voir comment on peut rendre ça un peu plus sexy, un peu plus de, comme tu dis, passion. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de façon personnelle en fait à ça. Après, le côté visuel, c'est le côté un peu, je dirais, le budget, le côté, écoute, il faut voir une bonne caméra, un Canon ou un Nikon, peut-être même une caméra vidéo spécialisée, avoir aussi un bon micro. Mais ça, c'est peut-être le troisième critère, je pense. C'est important, mais il y a d'autres critères qui passent avant. Ok, parfait. Puis juste pour rappeler nos participants, on ne demande pas justement que vous ayez ces caméras-là, mais pour un Kickstarter, c'est quand même un plus. C'est quelqu'un en plus qu'une semaine pour se préparer. Oui, c'est sûr. Les campagnes qui lèvent le plus d'argent, c'est sûr qu'ils ont ils ont une vidéo professionnelle faite par des professionnels. Je dirais quand même que, d'après ce que j'ai vu, d'après mon expérience, si une personne est authentique, si la vidéo, il y a de la passion, et que si le message est bien expliqué, ça fonctionne. Alors il y a l'exemple je travaille avec Erin Kennedy, c'est une fille qui est dans la robotique, tout ce qui est dans le maker movement en fait. Et c'est sûr, elle n'avait pas de budget. Elle a utilisé son Android en fait pour réaliser sa vidéo. Par contre, ce qui est intéressant en fait, ce n'était pas scripté du tout. Son message était très très clair, puis il a passé une belle musique. Il a fait une démonstration de son robot en fait qui était un oiseau. Et je pense que c'était vraiment les gens ont vu que c'était frais par rapport aux autres vidéos qui étaient surproduites sur Kickstarter, puis ça a très bien marché. Elle a levé 21 000 $ sur Indiegogo. C'est quand même bien. Donc, très bon résultat pour une personne qui est indépendante. C'est drôle que tu utilises cet exemple-là. Je viens juste d'avoir une question de quelqu'un sur Periscope qui demande est-ce qu'il faut avoir son visage dans la vidéo pendant tout le temps ou une voix off, c'est-à-dire qu'on montre des images et on parle sans qu'on se fasse voir. C'est acceptable. Qu'est-ce qui est mieux, une voix off ou le fondateur dans l'écran? Il faut qu'à un moment donné, en fait, le visage du fondateur, la personne derrière le projet apparaisse. Alors que ce soit au début ou à la fin, au milieu, c'est très important parce que les gens, en fait, dans les campagnes de crowdfunding, en fait, ils supportent avant tout une personne et pas le projet. Donc, moi, ce que je conseillerais, c'est qu'en fait, déjà, peut-être au début, une présentation très rapide, voici le concept, ou bien peut-être ce qui peut fonctionner aussi, en fait, présenter le problème. Après, une voix off qui présente la solution ou le projet qu'on présente. Et peut-être passer un 15 ou 20 secondes à la fin, dire écoute, c'est moi, voici, je suis derrière le projet, puis supporter mon projet. Ok, parfait. C'est ce genre un peu de template qui fonctionne assez bien. Ok, parfait. Je pense qu'on a répondu. Il y avait une autre question justement sur la voix off, tu as répondu dans ta réponse. Et je pense qu'on a assez bien couvert le sujet de la vidéo, mais je sais que tu es aussi un expert de sociofinancement, de crowdfunding, et il y a beaucoup de gens qui avaient des projets qui pouvaient se prêter à ça cette semaine. Donc, je vais en profiter pendant que tu es devant moi pour poser des questions sur le crowdfunding. Est-ce qu'on peut se brûler? Est-ce qu'on peut lancer une campagne? Parce que moi, durant la semaine, je me disais, lancer rapidement, obtenir du feedback. Est-ce qu'il y a quelque chose comme lancer une campagne de crowdfunding trop tôt? Ou c'est pas grave d'échouer puis d'en refaire une autre si on échoue? Ça dépend de l'état du projet. C'est sûr que s'il y a beaucoup de support et que les gens aiment ça, une campagne peut être lancée. Moi, j'avais vu en fait une étude d'un professeur de l'université du Nebraska, si je ne me trompe pas, qui avait démontré que en fait, si on a
456 personnes sur sa page Facebook. OK. À propos du projet, il y a 95% de chances que le projet, que le crowdfunding, la campagne réussisse. OK. Donc c'est un chiffre qu'il a sorti en fait après analyse. Il a fait une analyse statistique de tous les projets et puis il a dit qu'en fait les projets qui ont le plus de fans, plus de 450 fans, ce chiffre-là réussissent. Alors pourquoi ce chiffre? Parce qu'en fait ça dépasse un peu typiquement une personne en disant une centaine d'amis facilement sur Facebook. Après tu dépasses un peu ce premier cercle, tu commences à atteindre tes collègues, tes anciens amis, la famille étendue, etc. Puis tu passes après aussi, tu atteins la communauté. Et donc c'est ce chiffre-là qui dit, bah, écoute, c'est pas juste mon oncle, c'est pas juste mon frère, c'est pas juste ma mère qui va acheter le produit. En fait, c'est toute une communauté qui va venir supporter le projet. Okay. Alors, il se peut qu'en une semaine, on puisse arriver à avoir 450 fans. Mais quand tu parles c'est quand même assez difficile. Quand tu parles de 450 fans, est-ce que tu parles de 450 amis Facebook que le fondateur a personnellement ou 450 qui ont fait live sur la page? Je parle d'une page Facebook commerciale en fait, où il y a des likes, pas des fans, les amis. Où là où tu mets tes mises à jour à propos du projet, où tu partages des vidéos, photos, tu invites tes amis à liker la page, et au bout d'un certain moment, la sauce. Est-ce que, puis j'ai parlé à des gens qui ont fait des campagnes de crowdfunding, puis ils me disaient, c'était éprouvant, j'avais l'impression d'être un vendeur de voitures usagées parce que j'étais tout le temps en train d'envoyer des courriels à des contacts, d'inviter des gens sur Facebook. Est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir pour ne pas être trop fatigant? Je dirais que plus on se prépare, mieux c'est. C'est sûr que si on ne se prépare pas, on lance la campagne crowdfunding. Très souvent, on va en gestion de crise. On ne dort pas. On cherche les solutions, on pivote son produit. On cherche à atteindre la presse, ça ne fonctionne pas. Donc, on essaie beaucoup de choses. Donc, je dis que moi, je conseille aux gens en fait un minimum de 1 mois et demi de préparation, mais vraiment intense. Pour être sûr qu'on ne passe pas en mode crise à chaque fois. Donc ça veut dire quoi en fait? La préparation, c'est préparer des mailing lists, s'assurer que les gens soient au courant. Donc c'est en fait 2 semaines avant le lancement, on envoie des courriels ou on téléphone à ses amis ou à ses communautés pour dire qu'une campagne qui s'en vient. Peut-être 1 semaine avant le lancement, parler un peu à la presse, dire écoutez, je t'ai communiqué à propos de ce projet-là, il y a quelque chose qui s'en vient, est-ce que tu veux en parler? Donc faire en sorte que tout le travail soit fait quasiment avant la campagne et que après c'est juste le côté viral qui prenne. C'est ça, donc juste supporter la campagne. J'ai une question qui me vient de Periscope et c'est est-ce qu'on peut utiliser recourir au crowdfunding seulement pour obtenir de la visibilité? Il ne faut jamais dire ça. La plupart des gens qui supportent une campagne le font parce qu'ils sentent que la personne a besoin du support. Ils le font pour aider un ami, ils le font aussi pour avoir le produit. Il y a peu de gens qui vont dire écoute, moi je vais mettre $100 parce que pour aider une telle autre personne à avoir la visibilité. Il n'y a personne qui pense ça psychologiquement. Peeble qui a la montre populaire, puis je pense qu'il avait levé un record, je pense que c'était des millions, je ne me souviens plus du chiffre. Ils avaient fait leur 2e campagne, puis là il y avait déjà du capital derrière eux. Oui. Est-ce que ça ne prouve pas que les gens sont prêts à aider une compagnie qui est déjà relativement établie? Moi, je dirais dans ce cas-là, ils voulaient acheter la 2e version de PayPal. Ils voulaient avoir le produit. Donc, c'est un peu comme aller sur Amazon ou Best Buy et en fait, tu cliques, tu as le produit, délai de livraison, on attend, puis c'est ça. Alors, juste pour corriger un peu ma question, Kickstarter et Indiegogo sont très efficaces. Et pour moi, c'est un peu l'équivalent en fait de compresser tes 12 mois de marketing et de relations publiques en 1 mois très intense. En fait, chaque jour, tu as quasiment un article de journal, chaque jour, tu as un client, chaque jour, tu as des questions. Alors, si on est entrepreneur, c'est quand même une belle opportunité. Puis, donc il faut utiliser Kickstarter pour avoir du support, pour avoir du financement, pour avoir une belle visibilité. Enfin, c'est ça, pour avoir une belle visibilité, mais je pense que c'est un faux pas
de dire, écoute, ah oui, je lance une campagne parce que je veux avoir la visibilité. Les gens ne peuvent pas supporter ça. Puis on parle de Kickstarter, qui est la plateforme la plus populaire, puis d'Indiegogo, qui je pense est la deuxième. Mais il y a un paquet de plateformes partout. Je pense qu'il y a Ulule présentement qui s'établit au Québec, qui est populaire en France, mais qui essaie d'avoir la popularité au Québec. Et il y en a plein, là, on pourrait en nommer 50. Qu'est-ce que tu penses des plateformes secondaires qui ne sont pas parmi les 2 premières, mais qui sont peut-être parmi les 10 premières, les 20 premières, les 100 premières? Est-ce qu'on peut avoir du succès sur une plateforme secondaire? Je pense que pour des portails généralistes, par exemple, on fait un produit commercial, je pense quand même qu'il faut regarder du côté Kickstarter et Indiegogo. C'est sûr que c'est un peu, écoute, tout le monde est déjà là, tout le monde a un compte sur Kickstarter, pas tout le monde, mais la majorité a un compte sur ces 2 plateformes. Donc c'est sûr que si on va sur une plateforme qui est beaucoup plus petite, on risque d'atteindre des gens qui vont se dire c'est quoi ce site. Après ils vont se rendre compte que c'est du crowdfunding. Donc privilégier quand même Kickstarter. Il y a une chose, il y a les projets de niche. Alors là récemment en fait tout ce qui est crowdfunding equity se légalise au Québec et au Canada. Donc c'est sûr que dans ce contexte-là, où il y a un contexte légal qui est unique, il faut garder des plateformes spécialisées. Aussi, par rapport, il y a toujours des secteurs de niche, par exemple, du côté de l'immobilier, il y a des plateformes très spécialisées là-dedans pour dire, écoute, là, il faut, il y a des condos et donc des personnes peuvent investir ou mettre de l'argent. Ok, mais là, on parle sur des projets immobiliers, une start-up. Il y a aussi, tu connais par exemple une plateforme montréalaise, Make a Champ. Ça, c'est dans le sport. C'est quelque chose de quand même de très très niche. C'est impossible pour un sportif d'aller sur Kickstarter ou Indiegogo parce que c'est pas du tout le même public. On parle de sportifs qui ont besoin de financement pour financer leurs entraînements. Puis, oui, exactement. Par exemple, pour aller à une compétition, c'est sûr que Make a Champ ou d'autres, il y a d'autres plateformes dans le sport. C'est plus adapté. Je comprends bien, c'est que si vous avez un besoin particulier, vous ne visez pas tout le monde ou les consommateurs, mais vous visez une audience, ça peut valoir la peine d'aller voir vers une plateforme spécialisée. Si c'est généraliste, aller vers Kickstarter en premier. Oui, ou Indiegogo. Moi, en fait, chaque plateforme, si tu compares Indiegogo et Kickstarter, ils ont chacun leur spécialité. Alors, par exemple, sur Indiegogo, tu trouves souvent des films ou des produits médicaux, par exemple, ou des produits financiers. Sur Kickstarter, c'est plus les produits, par exemple, photographiques, gadgets, etc. Alors moi, je conseille aux gens, par rapport à la catégorie, le projet où on est, il faut regarder, en fait, c'est quoi le top 10 dans ma catégorie, en fait, sur Kickstarter, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe sur Indiegogo, puis après, tu fais une comparaison très objective, en fait. Dire, écoute, il y a un projet qui est en photo, il y a 10 fois plus de chances d'avoir plus de succès sur Kickstarter, donc on va sur Kickstarter. Par contre, si c'est un projet en santé, là, c'est plus populaire sur Indiegogo, donc on va sur Indiegogo. Je comprends. J'ai une question qui vient de Periscope, de quelqu'un qui dit si j'ai des besoins de financement, puis on nous conseille de bien planifier son Kickstarter, souvent. Puis ça, c'est ce que j'ai remarqué, les investisseurs vont dire reviens me voir quand tu as fait ton Kickstarter, ta campagne de financement. Donc, est-ce que tu as des conseils ou des outils qu'un entrepreneur peut aller chercher pour avoir du financement entre le moment où il travaille sur son idée puis le moment où il est prêt à faire son Kickstarter? C'est un peu le problème de moi, je dirais que Kickstarter et Indiegogo, pour moi, c'est des outils qui sont extrêmement intéressants pour avoir du financement avant le VC, puis avant ça n'existait pas. Donc au Québec, quand même, on est avantagé parce qu'il y a quand même pas mal de bourses, beaucoup d'aides, la SDVM, Fondation du maire, Montréal Inc. en fait. Il y a les SDVM, tous les CLD locaux. Il y a quand même pas mal de structures comme ça en fait qui peuvent donner une petite somme ou des prêts intéressants pour l'entrepreneur. C'est sûr que si la personne a encore ce doute-là, moi je ne conseille pas d'abandonner son job dès aujourd'hui.
Est-ce que, puis tu sais, on a beaucoup parlé du fait qu'on essaie de bâtir une audience, d'avoir les 500 fans de la page Facebook. Est-ce que, justement, aller pitcher ou présenter son projet dans des événements techno, dans des concours, tu sais, toi, tu as organisé longtemps à Montréal Multech, qui est une rencontre mensuelle où les entrepreneurs peuvent présenter leur projet. Est-ce que c'est une bonne stratégie, justement, pour bâtir une espèce d'intérêt autour de son projet? C'est ce que je pensais, en fait, d'aller le plus tôt possible, dans la mesure de possible. C'est sûr que si on n'a pas un produit fini, c'est difficile de présenter à Montréal Tech, en fait, qui demande une démonstration physique qui est live. Mais c'est sûr que, par exemple, on peut aller dans des 5 à 7, on peut très bien avoir un iPad puis montrer des photos, demander à la personne, écoute, moi je suis en train de travailler dur sur ce projet-là, tu peux faire un live sur ma page. Il y a aussi les groupes Facebook. Quel que soit l'intérêt, quelle que soit la niche, je peux garantir qu'il y a un groupe Facebook quelque part. On devient membre du groupe, puis après, en fait, on partage son projet. Et on le fait de façon régulière. C'est tous les jours, on met un lien, puis petit à petit, en fait, on a des gens qui aiment le projet. Il y a aussi des forums de discussion, il y a Twitter, tous les réseaux sociaux, en fait, LinkedIn, etc. Et chaque groupe, en fait, chaque réseau social, en fait, apporte un feedback différent, apporte des gens différents. Et c'est ça qui est intéressant, je veux dire, au niveau de la diversité des appuis et du support que tu peux trouver. OK. Puis là, donc, c'est ça, on parlait le plus possible jusqu'à avoir les 400, 500 fans. OK. Puis là, on a beaucoup parlé de campagne de crowdfunding, qui est un bon moyen, dans le fond, de lancer en quelque sorte là, son produit, en tout cas de dévoiler au monde sur quoi on travaille. Il y a des projets qui s'y prêtent très bien. Il y en a qui se prêtent moins, puis les gens, au niveau de ce qui est logiciel en ligne ou plateforme, c'est rare qu'en tout cas, il y en a certains, mais en général, c'est moins intéressant. Donc, pour ces gens-là, est-ce que tu aurais des conseils au niveau de comment lancer? Il y en a qui font des bêtas privés, il y en a qui font des bêtas publics. Comment comment bien réussir son lancement? Les seuls types de logiciels que j'ai vus en fait qui fonctionnent, c'est ceux qui. La première partie en fait, c'est ceux qui répondent à une menace bien déterminée. Par exemple, les problèmes de la vie privée ou la sécurité. Alors, il y a je pense, c'est des Australiens qui ont dit, écoute, on fait un logiciel d'email qui est sécurisé, auquel aucun gouvernement ne peut avoir accès. Il y a la cryptographie, etc. Donc, les gens ont mis de l'argent pour dire, écoute, je peux avoir un client email qui est sécurisé. Donc, ça a très bien marché. J'ai vu aussi des logiciels de réseaux sociaux, pour dire, en fait, qui est en dehors de Facebook. Donc, ça, c'est par rapport à la vie privée. Si on vend physiquement un produit, par exemple, je sais pas, on peut vendre la nourriture sur le site, tu peux donner des coupons pour dire c'est comme un prix achat. Vous avez, je sais pas, dans la campagne de crowdfunding, on a 15% de réduction. Et ça peut fonctionner. Au-delà, c'est très difficile. C'est très difficile, en fait, un logiciel des gens qui. J'ai conseillé des gens qui voulaient faire des réseaux sociaux, des gens qui voulaient faire des sites B2B, B2C, ça fonctionne très bien. Est-ce que tu aurais des conseils pour ces gens-là qui veulent lancer, c'est-à-dire, OK, on se rend compte que le sociofinancement, c'est pas une bonne idée. Comment on lance une plateforme? Puis souvent, je vois beaucoup de projets où, tu sais, c'est des plateformes à deux clientèles, donc on a des acheteurs, des vendeurs, c'est ça, des marketplaces. Donc, comment, puis c'est tout le temps le problème de la poule ou l'œuf que tu mentionnais plus tôt, on a besoin des deux, puis en même temps. Donc, comment on lance ce type de projet-là? Il y a le cas Airbnb, je pense qu'il est quand même toujours d'actualité. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont été très agressifs et ils sont allés chercher le supply, je sais pas comment dire ça, le produit. Déjà, donc ils sont allés de façon très agressive. Ils ont envoyé un message à chaque personne qui pouvait potentiellement avoir une offre pour le mettre sur le marché. Donc c'est aller inviter tous les gens. En fait, ça prend beaucoup de temps. On peut utiliser des scripts
Quand on parle d'Airbnb, c'est du genre aller voir sur Kijiji qui est en train de louer un appartement à la semaine ou au jour. Oui, dans leur cas précis, ils ont fait un script en fait pour aller spammer tous les gens qui postaient sur Craigslist. Et donc à l'époque, c'était en 2008-2009, ils ont envoyé des millions d'emails. Il y a des gens qui s'en plaignent, mais le résultat est que en quelques mois, tout le monde était sur Airbnb. Donc après, il y a eu l'offre, puis après, les gens sont venus pour dire, écoutez, là, je réserve. Ça, c'est des anecdotes intéressantes. Une autre que tu connais sûrement, c'est celle de Reddit, où les fondateurs commençaient c'est un Reddit qui est un forum, là, puis ils commençaient les discussions, les autres cofondateurs avec toutes sortes de mots de passe votaient en haut, en bas, répondaient, et ensuite, finalement c'était 3 personnes qui avaient mis une discussion en même temps. Puis tu sais, il y a une dimension qui semble un peu, il y a une tromperie là-dedans, un peu comme dans Airbnb, il y a une partie, est-ce que c'est du spam, est-ce que c'est quoi la limite à pas franchir, parce que d'une part on veut que le service fonctionne, et d'autre part, on ne veut pas non plus briser le lien de confiance au début avec la clientèle qu'on vise. Donc, c'est quoi la ligne à ne pas franchir, hein, tu dirais? Ça peut... moi, c'est des conseils que je donne ce genre de conseils. Le premier danger, en fait, c'est qu'on on tombe dans une illusion. Tu vois, en fait, écoute, moi je mets un commentaire, mon cofondateur met un commentaire, puis là on joue un jeu, puis on met 1000 commentaires, puis on est super content, on dit ça à tout le monde, hier j'en avais 1000 commentaires. Mais ça ne prouve nulle part que ça fonctionne. Donc j'ai vu des gens, des entrepreneurs qui étaient comme un peu disillusionnés, tu sais, qui étaient... Faut pas se croire. Faut pas croire. Je pense que le plus important, c'est par exemple dans cet exemple précis, dès qu'un utilisateur, un vrai utilisateur qu'on ne connaît pas, met un commentaire, s'assurer qu'il y a une bonne expérience. Et ça, c'est le plus important. C'est plus important que de dire, écoute, on fait des commentaires, etc. S'assurer que cette personne-là, en fait, aime tellement le service qu'il invite d'autres personnes, que après ça donne un boucle rétroactif qui est positif et qui ramène d'autres personnes. Donc ça, c'est être vraiment très réaliste. On joue un jeu, mais s'assurer qu'on contient un peu ce qu'on fait. OK. Puis je vais te parler d'autres, on parle des marketplaces, des places de marché, mais aussi des produits qu'on veut tester parce qu'on ne sait pas exactement si on apporte de la valeur. Il y a une certaine complexité. Puis une des choses que j'ai remarqué, c'est que tu as été invité par un paquet de startups à être un bêta-testeur, à être parmi les 100 premiers utilisateurs d'un produit ou d'un service. Comment on choisit un bêta-testeur? Est-ce qu'il y a un danger de choisir quelqu'un qui aime essayer la nouvelle technologie, mais qui n'est pas son client? Donc, comment on va sélectionner ces premiers utilisateurs-là qui nous donnent de la première rétroaction? Est-ce qu'on peut faire des erreurs en les choisissant? C'est sûr qu'on peut faire des erreurs, et l'erreur le plus facile à en faire, en fait, c'est de faire la publicité auprès de ses amis, qui ne sont pas forcément des clients idéaux. Écoute, on prend des gens entre 20 et 30 ans qui ont tous un iPhone, qui sont à l'aise avec les nouvelles technologies, tu leur demandes une question, tu es ami avec eux, donc tu sais, ils ne vont pas jamais dire non. Puis là, on est super content, c'est validé, j'ai mon MVP, victoire. Puis en fait, finalement, on n'a rien prouvé. Le danger, c'est d'avoir des grosses erreurs d'interface utilisateur. Ouais, c'est ça. La personne comme toi, par exemple, tu as utilisé tellement de services en ligne que tu vas toujours comprendre comment te loguer sur le service. Mais moi, je vais lui dire, écoute, c'est une bonne idée au fond, la vision est belle, vas-y, je t'encourage. Mais c'est un problème au fond de statistiques, c'est un problème de sampling. S'assurer qu'en fait, dans les bêta-testeurs, il y a un pourcentage minimal d'utilisateurs qui représentent le marché final, les clients finaux. Par exemple, si on fait un produit pour les personnes âgées, moi je dirais qu'au moins il faut au moins un tiers de personnes qui sont vraiment des personnes âgées qui utilisent le produit, qui puissent te dire écoute, c'est intéressant, je peux l'utiliser, je reviens, est-ce que je peux être un repeat customer, tu peux voir le churn, tu sais, les gens qui s'en vont. En même temps, tu sais, je reconnais, pour n'importe quel produit, nouveau produit, il faut un minimum de, tu sais, les bêta-testeurs, tu sais, des gens, des fans, des gens qui sont fans et qui sont toujours là, tu sais, c'est les gens qui consument qui consomment la nouvelle technologie, qui sont fans, qui sont les premiers à avoir un iPhone. Moi, ça c'est pas un iPhone, c'est un Success Plus
qui sont les premiers à avoir le Galaxy S7 et qui sont là en fait, qui sont sur Twitter, qui sont sur Facebook, qui sont sur Medium. Ils écrivent un post sur Medium, puis après ça, ils ont 10 000 lecteurs. C'est important d'avoir ces personnes-là qui sont des influenceurs et d'avoir un minimum c'est un pourcentage. Donc c'est encore un truc de statistique. Ça dépend de chaque produit, du marché, mais bien regarder en fait tes proportions. OK. Puis en terminant, j'ai une question que j'aimerais te poser qui fait un peu l'objet d'un débat dans la communauté de start-up, dans le Lean Startup d'Eric Ries, dont je me suis beaucoup inspiré là, pour ce défi-là. Eric Ries dit si on n'a pas honte, on est à l'aise avec le premier prototype qu'on lance, c'est qu'on l'a lancé trop tard. Et il y a d'autres gens qui disent aujourd'hui, si on lance quelque chose dont on a honte, on risque de brûler le marché. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on peut lancer trop tôt puis obtenir une rétroaction négative, mais qui va nous affecter, ou tu penses qu'on devrait lancer quelque chose qui est loin d'être parfait? Moi, je pense que lui, il est assez maniaque sur les chiffres, il est assez maniaque sur la boucle de rétroaction, et je pense qu'il regarde de très près les feedbacks. Quel que soit le feedback négatif ou positif, il est capable en fait de parler à la personne et puis de voir précisément ce qui n'a pas marché et ce que peut-être d'autres entrepreneurs ne font pas. Écoute, ils lancent un produit, puis là, ce n'est pas un succès. Peut-être qu'ils n'ont pas installé la boucle, ils ne peuvent pas observer le client, donc on s'est brûlé. Donc il faut faire attention à ça, faire ce qu'on fait en fait, faire attention à ce qu'on lance et puis s'assurer qu'on a des bons moyens de mesurer. Moi personnellement, je suis partisan de dire écoute, il faut lancer le plus tôt possible, sauf si c'est une application mobile. En fait, c'est sûr que ça c'est plus difficile parce que il y a le délai d'attente avec l'idée, Apple et Android. Si je comprends bien, c'est correct de lancer un produit peut-être trop tôt, quitte à ce qu'on puisse lancer la deuxième version très rapidement pour justement, si tout le monde est mécontent, qu'on est contente. Mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Il faut bien mesurer ce que l'on fait en fait. OK. Parfait. Merci beaucoup, Éric, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions.